bonjour à tous. Je pense que nous pouvons passer au slide suivant, celui qui a trait aux étapes de notre méthodologie. Alors, qu'avons-nous fait au Monténégro et en Moldavie? Donc, il y a plusieurs étapes qui impliquent d'analyser l'offre et la demande de compétences dans les zones prioritaires de la spécialisation intelligente. Donc, il y a des données qualitatives et quantitatives qui sont utilisées pour fournir des preuves visant à combler les écarts relatifs aux compétences. Donc, nous nous basons sur différentes sources de données, comme les enquêtes sur le marché du travail, les données salariales de certaines entreprises, les postes à pourvoir, etc., etc. La méthodologie prend également en compte les statistiques relatives au système éducatif, les normes de qualification qui sont développées dans certains secteurs pour les zones prioritaires, les programmes qui existent au niveau secondaire, au niveau d'éducation secondaire ou supérieure et de l'éducation pour adultes. Les données, ces données ont été obtenues en menant des entretiens également avec des acteurs de secteurs prioritaires, mais également avec des établissements prestant des services éducatifs, quel que soit le sujet concerné. On voit ici également que nous avons tenté d'analyser les liens entre les différents secteurs et sous-secteurs afin d'évaluer les besoins en ressources humaines dans les secteurs prioritaires, et cela est réalisé principalement en analysant des données d'emploi dans des secteurs comparables, mais également des secteurs où les compétences peuvent être comparées. Merci, Christina. Ah, ça a l'air complexe. Vous avez eu des défis à relever au Monténégro? Oui, de nombreux défis ont dû être relevés, mais grâce à notre bon travail et à l'aide du Bureau des statistiques au Monténégro, nous avons pu surmonter certains des défis. Je vais vous parler de ces défis. Donc, les secteurs prioritaires sélectionnés dans le cadre de l'approche de spécialisation intelligente, eh bien, ne sont pas des secteurs autonomes. Donc, c'est pour ça qu'il est assez difficile de trouver des informations statistiques standardisées sur ces zones prioritaires. C'est vraiment un amalgame de toute une série d'activités économiques différentes. Mais grâce au Bureau des statistiques monténégrin et grâce au ministère de l'Éducation, du Travail, des agences pour l'emploi, nous avons pu obtenir des données supplémentaires pour l'aspect quantitatif. Mais pour ce qui est de l'aspect qualitatif, il a fallu consulter nombre d'acteurs. Nous avons parlé de dialogue politique, de coopération entre acteurs, et tout cela est extrêmement important au sein du Monténégro. Et enfin, un dernier élément qui, je l'estime, est crucial lorsqu'il s'agit de transférer de concrétiser des informations et en faire des politiques tangibles. Eh bien, les ministères ont pris en compte nos conclusions dans le développement de la stratégie d'enseignement et d'éducation, d'enseignement et de formation professionnelle. Donc, 3 piliers. Utiliser davantage les statistiques et les données. Deuxièmement, développer la formation continue pour renforcer les compétences dans les secteurs prioritaires. Et enfin, le dernier pilier, qui est crucial pour notre réunion du jour, c'est d'évaluer les occasions d'implanter des centres de formation en énergie renouvelable, un des secteurs prioritaires au Monténégro d'ailleurs, tout en se basant sur les principes d'excellence d'enseignement et de formation professionnelle, EFP. Voilà, j'ai fini ma présentation. Vous pouvez également consulter le rapport sur le site de l'ETF. Il est temps de passer l'expert local qui a pu rendre tout cela possible au Monténégro. Donc, j'invite Jelena Janušević à nous parler des secteurs prioritaires monténégrins. Donc, le tourisme durable, la santé durable notamment, et nous dire si ces secteurs ont pu donner lieu à des créations d'emplois. Et j'aimerais également que Jelena nous dise
ce qui doit être changé pour concrétiser toutes ces approches. Merci beaucoup, Christina, dit Yelena. Bon après-midi depuis Dubaï. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Oui, bon, les secteurs sur lesquels nous avons planché, les sous-secteurs, donc l'énergie renouvelable et le tourisme et la santé durable, ont la possibilité de donner lieu à des emplois durables au Monténégro. Christina l'a dit. Les statistiques nous ont fait défaut. Toutefois, nous avons été en mesure d'identifier des corrélations entre différents secteurs pour favoriser la mobilité. Donc, ces deux secteurs étaient bien interconnectés, notamment en matière de construction, de transport et de services. Le Monténégro, en raison de sa position géographique et de ses ressources naturelles, est un pays bien spécifique pour ce secteur. Toutefois, il faut avoir certains éléments bien en place pour favoriser cette approche. Donc, autre élément essentiel, ce sont les ressources humaines. Donc, pour cela, il faut davantage d'informations statistiques. Et au Monténégro, il faut vraiment consolider ce capital humain. Il faut également bien analyser les données du marché du travail en matière de compétences, de ressources humaines notamment, et tout cela n'est pas bien pris en compte dans les stratégies gouvernementales. Il faut davantage le faire. Il faut également sensibiliser le public à ces stratégies. Il faut sensibiliser tous les acteurs, les employeurs, les employés et les institutions gouvernementales. Puis, au sein du Monténégro, il faut que le secteur privé, les centres d'éducation et de formation professionnelle et le gouvernement coopèrent. Et nous n'avons d'ailleurs toujours pas de stratégie pour le tourisme et la santé. Donc, il faut développer notre offre éducative pour ces différents sous-secteurs. Donc, il faut mettre en place des formations car elles n'existent pas. Notamment s'il s'agit de maintenir et d'entretenir une centrale solaire ou produire d'autres équipements liés au secteur de la santé. Il faut également pouvoir enseigner de bonnes compétences dans les instituts de formation, mais également tout au long de la vie, au moyen d'un apprentissage tout au long de la vie. Il s'agit ici de compétences informatiques, mais également des compétences interpersonnelles ou des compétences linguistiques. Il nous faut une main-d'œuvre bien équipée et prête à travailler sur ces secteurs prioritaires afin que les PME et les secteurs concernés puissent se développer de façon dynamique au moyen de cette main-d'œuvre bien formée. Merci, Yelena. J'aimerais que nos collègues enlèvent les slides qui s'affichent car nous n'en avons plus besoin. J'aimerais que les participants puissent poser leurs questions dans la section des questions-réponses en français, en anglais, en russe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et nous tenterons d'y répondre à la fin de la session. Yelena again and Christina. I would like to propose we move to Vera. Merci Christina, merci Yelena. Passons à Vera désormais. Vera, Vera de la Moldavie. Lorsque tu as travaillé sur cette évaluation, quels étaient les constats? Y avait-il déjà des formations disponibles en Moldavie pour étayer la spécialisation intelligente? Donc, on dirait que c'est une question directe.
à laquelle on doit répondre oui ou non, mais en fait, c'est plus compliqué. Donc, je vais parler plus particulièrement du secteur de l'énergie. Donc, les formations et l'enseignement sont fournis par des écoles professionnelles ou des centres d'excellence qui sont répartis dans différentes régions du pays. Il y a un centre pour l'innovation électrique qui dispense des cours de master, notamment dans le champ de l'énergie renouvelable. Donc, il y a des programmes pertinents à tous les niveaux en Moldavie. Toutefois, malgré l'existence de différents prestataires de formation avec de bonnes performances, il y a toutefois des déséquilibres en matière de stratégie. Et le secteur en pâtit. Le secteur des énergies renouvelables a le vent en poupe. Et il y a besoin de nouvelles compétences pour pourvoir des nouveaux postes. Donc pour cela, il faut déployer des nouvelles formations avec des nouvelles compétences enseignées. La formation professionnelle joue un rôle essentiel dans la formation des adultes car il y a beaucoup d'émigration dans le pays également. Et les entreprises peuvent également fournir des formations ad hoc. Je dois mentionner que le système d'EFP est séparé de l'action des entreprises. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que les EFP et les centres d'excellence ont un excellent potentiel et sont également en contact avec des universités, étant donné qu'elles se concentrent davantage sur l'apprentissage sur le lieu de travail. On ne peut pas faire cavalier seul en la matière. Pour résoudre l'inadéquation en matière de compétences, il faut collaborer avec les employeurs, les établissements de formation et d'enseignement professionnel et le gouvernement. Merci beaucoup, Pirita. Merci, Vera. J'aimerais poser une des questions. Les bioénergies, on le vend en poupe en Moldavie. Et il y a plusieurs pays, notamment la Finlande et la Suède, où 30% de l'énergie résulte de la bioénergie. Et ce sont des PME qui fournissent ces services. A-t-on pris cela en compte en Moldavie? Est-ce que les PME sont impliquées dans le secteur des bioénergies? Alors, en Moldavie, les PME représentent 98% de toutes les entreprises et sont un moteur de la création d'emplois. Et il est absolument nécessaire qu'elles continuent à apprendre. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au balbutiement de cette approche et je suis certain que ces PME continueront à croître. Merci. Passons maintenant au niveau régional et nous allons demander à l'experte de l'ETF, Eva Jantsova, de nous parler des changements qui ont été apportés à la méthodologie mentionnée par Christina. Quels sont les changements que nous avons décidé de mettre en place au niveau régional en Ukraine? Merci, Pirita. Nous avons dû relever de nombreux défis lors de la première phase et nous avons dû tirer des enseignements. Donc, au niveau technique, il y avait déjà un problème avec les données que Yelena a mentionné. Donc, il faut des données plus détaillées au niveau sous-sectoral ou régional. Et ces données nous faisaient défaut dans une grande mesure. Donc, nous avons renforcé l'aspect qualitatif de notre analyse. Mais il fallait également renforcer la vision nationale et régionale
pour les compétences d'avenir relatives à la spécialisation intelligente pour les secteurs prioritaires. Nous avons également renforcé l'échange de bonnes pratiques interrégionales ou internationales et nous avons également identifié des chefs de file dans les domaines pertinents. Et en analysant les besoins en compétences et les compétences existantes, nous avons pu développer des partenariats. Ce faisant, nous avons pu développer une vision pour les compétences ensemble avec les prestataires d'EFP, les entreprises et le gouvernement, ce qui nous a permis de déployer des stratégies plus robustes visant à répondre aux besoins en matière de compétences dans les zones prioritaires pour la spécialisation intelligente. Et il s'agit également ici de mettre en adéquation les besoins en matière de spécialisation intelligente. C'est ce que nous faisons à Rivne et Kharkiv, deux régions en Ukraine. Avec les collectivités locales, nous développons une vision pour la transformation du bois et la conception des meubles et la fabrication de produits à valeur ajoutée. Cette méthodologie devrait nous permettre d'identifier les besoins en matière de compétences, identifier les pénuries de compétences, développer une vision pour les compétences d'avenir, mais également évaluer la capacité de formation actuelle. Ce partenariat nous a permis de développer des lignes directrices pratiques visant à encourager le déploiement de formations pour répondre à ces besoins en matière de compétences. J'aimerais maintenant demander à Nino, notre spécialiste en spécialisation intelligente. J'aimerais que Nino nous parle de son expérience. Nino, la spécialisation intelligente est un projet en cours en Ukraine. Selon toi, quelle est la valeur ajoutée de la spécialisation intelligente? Oui, merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup, Pirita aussi. La spécialisation intelligente, c'est un pilier du développement régional. L'Ukraine est un grand pays. Il y a 27 régions. Il est impossible d'avoir la même approche dans toutes les régions, les mêmes priorités pour toutes les régions. Il en va de même pour les compétences. Alors, j'ai vu la question relative aux compétences prioritaires pour les entreprises, mais il est difficile d'avoir une liste avec des priorités, car la liste sera différente pour chaque région. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une approche régionale. C'est pourquoi il est crucial d'analyser les besoins en matière de compétences pour répondre aux pénuries propres à certaines régions. Je sais que c'est sans doute similaire dans beaucoup de régions et de beaucoup de pays, surtout. Mais en Ukraine, nous avons une structure qui n'est pas vraiment adaptée aux besoins des entreprises. Et d'ailleurs, l'un des éléments les plus importants est de prévoir les compétences dont nous aurons besoin à l'avenir. Donc l'idée, c'est vraiment de demander ce que les entreprises veulent et ce que les prestataires d'EFP veulent. Donc j'aimerais que l'on pose des questions à Oleg Magdic, qui est responsable de l'école de peintres. Et j'aimerais qu'il nous dise comment la spécialisation intelligente aura une incidence sur la demande des compétences à Rivne. Oleg, à toi la parole. Our company provides a full range of painting materials for furniture industry for the last 15 years, and we provide consulting and optimization both for small business and large Ukrainian furniture factories. But a few years ago, we realized, I'm sorry, I'm hearing someone in my
But a few years ago, we realized that quality materials and new equipment alone were not enough to increase the productivity for our customers, only because there is a lack of trained painters. In Ukraine, there is no institution that would teach painters, wood painters. And Alors, en Ukraine, we il created n'y a pas Il y a un manque de peintres professionnels. Et donc, nous faisons la formation de ces peintres pour nos clients. Depuis 2018, nous avons pu proposer des formations à 18 établissements et un très grand nombre de peintres. Alors, il y a de nombreuses dimensions pour booster l'économie ukrainienne. Cela repose en tous les cas sur la croissance, la formation, l'éducation et la compétitivité. But not in people and technology. We want Ukrainian furniture companies to. Ce que nous voulons, c'est que le secteur des meubles en Ukraine puisse être résiliente au sein de l'économie ukrainienne. En effet, de l'argent est dépensé pour construire des sites industriels. Et la raison pour laquelle ces entreprises européennes investissent en Ukraine, c'est que le coût du travail y est faible. Mais dès que ce coût augmentera, évidemment, ces entreprises reconsidéreront les opportunités de business en Ukraine. Ce qui veut donc dire que l'Ukraine doit se préparer et développer un avantage concurrentiel autonome. Pour cela, nous devons développer la production de biens et de services. L'Ukraine doit se concentrer sur une production davantage appuyée sur des savoir-faire, quelque chose qui pourra bénéficier aux travailleurs en Ukraine. Et donc, cela signifie une transition qui favorisera une autonomie économique de l'Ukraine sur les marchés. C'est cet objectif que nous poursuivons et nous pensons que la spécialisation intelligente est clé dans ce projet.